L'Afrique a parlé. On veut que la France quitte de notre pays pour aller dans son pays. Ici c'est Niger, c'est pas la France. Et le message est plus que clair. En Afrique, on a étudié, on connaît tout. Et maintenant, nous sommes des intellos. Actuellement, nous sommes là pour dégager la France. L'Afrique déteste la France. Le Burkina Faso est fatigué avec le cas de la France. Donc on voudrait par ce signe de brûlure du drapeau de la France là, montrer à la France qu'on n'a plus besoin d'elle. Les Africains ne veulent plus de la France-Afrique. Nous ne voulons pas de vous chez nous. Vous êtes des traîtres, la France des détassés, qui fait chez nous. On ne veut plus vous voir ici. Je suis vraiment content, il y a un sentiment de fierté, un sentiment de patriotisme qui m'anime comme ça. Vraiment, je suis fier du peuple malien et des peuples africains. Et l'Afrique se tourne vers d'autres parteinaires. Dans les 3 ou 4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Au cours des dernières années, de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest ont commencé à s'opposer publiquement à l'ingérence française. Le rejet est tel que maintenant les ambassades françaises sont incendiées et les présidents africains réprimandent la France publiquement lors de sommets présidentiels. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Mais comment les relations entre la France et ses anciens alliés ont-elles pu se détériorer à ce point? À la base, sur quoi étaient fondées les relations entre la France et les pays africains? Qu'est-ce que les pays africains reprochent réellement à la France? Enfin, vers quelles autres puissances les pays africains se rapprochent-ils? Alors, assieds-toi confortablement parce qu'on va entrer comme jamais auparavant dans ce sujet et répondre à chaque question grâce à 5 grandes parties. À la partie 2 et 3, je parlerai de la France-Afrique et le franc CFA, des arnaques de la France qui durent jusqu'à présent. La partie 4 est consacrée aux révolutions de ces dernières années, des révolutions qui sont en train de bouleverser le cours de l'histoire du continent. La partie 5 parle des nouvelles puissances envers lesquelles les pays africains se rapprochent et le rôle qu'ils ont eu dans la situation actuelle. Mais avant de parler de tout ça, on va d'abord parler en première partie de la première arnaque de la France, et c'est la colonisation. D'abord, pour comprendre les fondations des relations entre la France et les pays africains, plongeons un peu plus dans l'histoire. En fait, la présence française en Afrique remonte au XVIIe siècle, pendant la traite négrière. Mais la principale période d'expansion coloniale est arrivée avec l'invasion ottomane d'Alger au XVIe siècle. Et les conquêtes de l'Afrique de l'Ouest ont commencé lors de la soi-disant ruée vers l'Afrique au XIXe siècle. Si je devais vous expliquer la ruée vers l'Afrique en une phrase, je vous dirais que c'était une course impitoyable des puissances coloniales européennes pour dominer et exploiter le continent africain, laissant derrière elles des frontières artificielles et un héritage de division. Par exemple, je suis soninké et le peuple soninké a été éparpillé dans 6 pays, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Gambie et les 2 Guinées. En fait, c'est la conférence de Berlin en 1885 qui fait souvent office de symbole de ce qui fut la première ruée vers l'Afrique. Donc de 1885 à la Première Guerre mondiale en 1914, tous les pays africains sauf 2 étaient sous le contrôle des puissances européennes. La France faisait bien sûr partie des principaux colonisateurs car elle voyait la colonisation comme un excellent moyen d'élargir son empire. D'ailleurs en 1930, l'Afrique coloniale française réunissait 4 zones: l'Afrique de l'Ouest française, l'Afrique équatoriale française, le Maghreb et les îles de l'océan Indien comme Madagascar, les Comores ou Djibouti dans la Corne de l'Afrique. Les territoires de l'Afrique subsaharienne étaient vus principalement comme des colonies d'exploitation et les terres du Maghreb étaient vues comme des lieux où on pouvait étendre l'identité française. Bon, dans les faits, seule l'Algérie a attiré de nombreux immigrants français, résultat des réformes culturelles, politiques et économiques pour faciliter la conquête violente de l'exploitation économique, des inégalités juridiques et des perturbations géoculturelles et sociales. Mais durant toute la période de la colonisation, il y a toujours eu des résistants dans les pays colonisés qui développent des stratégies pour échapper à l'autorité française. Mais le problème c'est que ces mouvements n'étaient pas organisés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, on avait Samori Touré au Mali, les Amazones du Dahomey au Bénin, Mangoua au Cameroun, Ladjor au Sénégal, etc. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu des contestations plus organisées. La plupart de ces nouveaux contestataires avaient étudié en Occident et savaient comment dealer avec le système en place. Par exemple, on avait Léopold Sédar Senghor, Ousmane Sembène ou Cheikh Anta Diop du côté du Sénégal, Modibo Keïta du côté du Mali, Sékou Touré en Guinée, Kwame Nkrumah au Ghana, Ruben Oumniébé au Cameroun ou Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. En plus de ça, à cette époque, il y avait de plus en plus de Français influents qui commençaient à critiquer ouvertement la colonisation. On peut citer par exemple les philosophes et écrivains Jean-Paul Sartre et André Marlot. Donc tous ces facteurs réunis ont stimulé le processus de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale.
Résultat, toutes les colonies françaises de l'Afrique subsaharienne ont pris leur indépendance entre 1958 et 1964. Donc maintenant, les nations sont censées être autonomes, que ce soit au niveau politique, économique ou culturel. Eh ben non, une nouvelle forme de colonisation a vu le jour. Alors, tandis que d'autres nations colonisatrices comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont quitté le continent africain et sont retournées chez eux après avoir perdu le contrôle de leurs colonies, la France, elle, même si sur le papier, elle a arrêté officiellement la colonisation, en réalité, elle continue d'entretenir son influence sur ses ex-colonies. En fait, la France se donne le privilège d'avoir un accès direct aux chefs d'État des anciennes colonies pour s'assurer que leurs décisions politiques et économiques ne nuisent pas aux intérêts de la métropole. D'abord, pour l'aspect économique, la France veut continuer à s'enrichir en exploitant les ressources énergétiques et minières des anciennes colonies. Comme vous le savez, les anciennes colonies de la France sont riches en ressources naturelles. Par exemple, la République démocratique du Congo est riche en minerais tels que le cuivre, le cobalt, le coltan et possède de vastes réserves de diamants et d'or. Le Gabon est producteur de pétrole avec des réserves estimées à environ 2 milliards de barils. Il possède également des ressources minières telles que le manganèse, le fer et le bois. La Côte d'Ivoire est le principal producteur mondial de cacao, de café et d'huile de palme. Elle possède également des ressources minières comme le fer, le nickel et le manganèse. Le Mali est producteur d'or avec des réserves significatives. Il possède également des ressources minières telles que le phosphate et le sel. Le Burkina Faso est aussi producteur d'or en expansion avec des réserves importantes. Le Burkina possède également du zinc, du cuivre, du manganèse et du fer. Et quant au Sénégal, les eaux sénégalais sont riches en poissons. Donc la France n'était tout simplement pas prête à lâcher cette vache à lait. Mais en dehors de l'aspect économique, la France était aussi préoccupée par son image de puissance mondiale après la Deuxième Guerre mondiale et considérait l'Afrique subsaharienne comme la sienne. Donc pour la France, les anciennes colonies étaient comme une arrière-cour, une extension d'elle-même. Et donc voulait à tout prix éviter que les anciennes colonies tombent sous l'influence soviétique et américaine. Pour réussir à faire ça, la France va maintenir jusqu'à présent une importante présence militaire en Afrique. Par exemple, au Sénégal, la base militaire de Dakar abrite les éléments de la Marine nationale française et sert de point d'appui logistique dans la région. Au Gabon, la France maintient sa base militaire à Libreville, avec des forces prépositionnées pour des opérations en Afrique centrale. Au Niger, la base aérienne de Niamey est utilisée par la France dans le cadre de sa lutte contre les groupes terroristes dans la région du Sahel. Je pourrais aussi parler de la base militaire de la France en Djibouti, mais restons dans le cadre de l'Afrique subsaharienne. Ces 4 bases militaires sont permanentes, mais il y a aussi des bases temporaires, ou en tout cas des bases qui sont censées être temporaires, comme les 2 bases militaires au Mali, avant que Macron annonce le 9 novembre 2022 la fin de l'opération Barkhane. Vous l'avez compris, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, chaque président français s'assure de maintenir, d'entretenir et de rénover cette relation particulière entre la France et ses anciennes colonies. Une relation qui sert plus les objectifs économiques, diplomatiques, idéologiques, politiques de la France que l'élévation économique des anciennes colonies. Et c'est ça, la France-Afrique. Non, je n'ai pas encore parlé de l'arme invisible de la France-Afrique. Et cette arme, c'est le franc CFA. Franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Non, ça c'était l'appellation jusqu'à 1958. Alors le franc CFA, c'est aujourd'hui 2 monnaies. Le franc de la coopération financière d'Afrique pour les colonies de l'Afrique centrale qui sont le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et le franc de la communauté financière d'Afrique pour les anciennes colonies de l'Afrique de l'Ouest qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal. Voici comment fonctionne le franc CFA. Je vais rendre les explications les plus accessibles possibles. Les 2 versions du franc CFA, celle de l'Afrique de l'Ouest et celle de l'Afrique centrale, sont liées à l'euro grâce à un système de parité fixe. Ce qui signifie que le franc CFA a toujours une valeur fixe par rapport à l'euro. Au moment où je fais cette vidéo, 1 euro est égal à 656,38 francs CFA. Dans un second temps, le franc CFA est garanti par le Trésor français, ce qui signifie que la France garantit la convertibilité du franc en euros. Mais concrètement, cela veut dire quoi? Alors, imaginez que j'ai une boîte qui contient des francs CFA et que je souhaite acheter ce livre. Mais comme le franc CFA est nouveau et que le propriétaire du livre ne sait pas si je peux bien garantir le fait que le franc CFA aura toujours de la valeur, il me dit qu'il ne prend pas mon argent. Et là, mon ami François vient et dit au propriétaire du livre que mon argent a bel et bien de la valeur et que 50 francs CFA est équivalent à 1 franc français. Bon, là, c'est des euros, mais vous avez compris. Donc maintenant, comme le propriétaire du livre connaît bien François et qu'il connaît bien la monnaie de François qui est le franc français et qu'il a confiance en François, donc il accepte la transaction. Et ça m'arrange bien parce que je peux acheter un livre, je peux acheter d'autres choses grâce à ma monnaie. Et ça me permet aussi de ne pas me soucier de l'inflation parce que la monnaie de François, le franc français, est quasiment toujours stable. Donc en théorie, avec ce système, je peux entamer un développement économique. La France exigeait que les banques centrales africaines maintiennent entre 50 et 60% de leurs réserves de change à la Banque centrale française.
Théoriquement, ces réserves permettent à la France de continuer à assurer la stabilité du franc CFA en cas de crise économique, intervenir sur le marché d'échange quand la monnaie est confrontée à une forte volatilité, due par exemple à des chocs économiques internationaux ou régionaux ou à des tensions politiques. Mais le problème avec cette façon de faire, c'est que ça place la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et la BCEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, sous la tutelle de la Banque centrale française. Donc en quelque sorte, le ministère des Finances et de l'économie de la France décide de la politique monétaire du franc CFA, alors que les deux banques centrales, la BCEAO et la BCEAC, connaissent mieux les besoins des pays africains, donc plus disposés à adapter la politique monétaire des pays africains. En plus, l'ancien ambassadeur de la France, Pierre Jacquemont, précise dans le journal de l'AFP que ces réserves appartiennent toujours aux États africains et que le Trésor français est tout simplement le garant, la banque auprès desquelles sont déposées ces devises, avec une rémunération à la clé. Et le professeur d'économie Massimo Moto rajoute dans le même journal que ces réserves sont envoyées dans un compte géré par la France pour le compte des banques centrales africaines. Ces réserves sont ensuite investies et les rendements des investissements sont versés aux banques centrales africaines. Et ça, c'est la théorie. Et même si c'était vrai que la France reversait la totalité des rendements de ces investissements, pourquoi les pays africains eux-mêmes ne peuvent pas faire ça? Pourquoi les banques centrales africaines ne peuvent-elles pas faire ça? Et c'est ça le gros problème, parce que le franc CFA empêche l'autonomie économique et financière des anciennes colonies. Mais à force d'être critiqué, le 22 décembre 2019, la France et 8 gouvernements de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont annoncé qu'ils remplaceraient le franc CFA par une nouvelle monnaie toujours fixée à l'euro, appelée ECO. Et à cause de la pandémie, le projet a été mis en pause. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que le nom changeait, mais le système allait être quasiment identique à celui du franc CFA. Mais je parlerai de ça plus en profondeur dans une autre vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la rater. En fait, en y repensant maintenant, c'est à ce moment-là que la vague de changement a commencé à surgir, mettant l'Afrique de l'Ouest en lumière vers une révolution qui aujourd'hui semble bien partie pour être historique. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants patriotes qui ne croient plus à cette France-Afrique, qui croient plutôt à la souveraineté des régions africaines et à l'autonomie des pays. Des dirigeants qui ne vont pas aller soutenir des candidats aux élections présidentielles françaises avec des valises pleines de billets. Parce que oui, en 2011, cet homme, Robert Bourgui, avocat et ancien conseiller officieux de l'Élysée, a affirmé avoir transporté à plusieurs reprises des valises provenant de chefs d'État africains, contenant des sommes, si on les cumule, qui dépassent les 20 millions de dollars, soit plus de 13 milliards de francs CFA, pour les remettre à Jacques Chirac et Villepin. Il avait d'ailleurs précisé avoir recueilli les fonds de 5 chefs d'État africains, Abdoulaye Wade du côté du Sénégal, Blaise Compaoré du côté du Burkina Faso, Laurent Gbagbo du côté de la Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso du côté du Congo-Brazzaville et Omar Bongo du côté du Gabon. Lorsque vous révélez tout cela, vous en prenez directement à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin notamment, de façon très dure. Vous prenez des risques personnels très importants. Vous pouvez, c'est peut-être infraction pénale, vous avez assisté à des détournements de fonds publics, à des financements illégaux de campagne. Pourquoi faites-vous ça? Je le fais, j'ai mesuré les risques, mais je faisais, Madame Elkrief, ce que ma conscience me demandait de faire. Cela faisait un bout de temps que ma conscience était taraudée. Et quand je vois le débat politique, je vous en ai parlé, j'ai dit qu'il était temps de faire certaines révélations sur le côté obscur de la France-Afrique et des relations franco-africaines. Et je n'avais parlé jusque-là que de ce que j'avais fait, c'est-à-dire les dons en espèces de chefs d'État au président Chirac, et avant qu'il ne soit président, à M. Chirac, maire de Paris, et ensuite, lorsqu'il est devenu président, à M. Chirac, président de la République, et à M. de Villepin. Cela entre 1995 et 2002. Ces anciens chefs d'État étaient prêts à tout pour rester au pouvoir. Mais maintenant, certains nouveaux chefs d'État sont eux prêts à tout pour faire en sorte que leur pays soit réellement indépendant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont soutenus par leur population frappée par la pauvreté depuis plus de 65 ans. Et là, c'est le début des révolutions. Depuis 1990, 80% des 28 coups d'État en Afrique subsaharienne ont lieu dans des pays francophones, comme le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Tchad ou encore récemment le Niger et le Gabon. C'est soit une coïncidence ou soit un héritage enraciné dans l'insuffisance du système politique laissé par la France après la colonisation. En tout cas, ce qui est indiscutable, c'est que les populations qui subissent ce système semblent en avoir marre. Revenons par exemple au cas du Niger. Le jour du coup d'État, le président de la République, Mohamed Bazoum, un allié de confiance de la France, a été pris en otage dans le palais présidentiel par ses propres
regarde. Imaginez ça un peu. Mais en même temps, la population du Niger en avait marre que leur président soit, je cite, une marionnette de la France. D'ailleurs, pour montrer à quel point le peuple du Niger méprisait la France, les manifestants ont marché jusqu'à l'ambassade de la France et l'ont détruite. Ces manifestations sont suivies par l'apparition officielle du chef de l'armée du Niger à la télévision d'État pour annoncer que l'armée mettait fin à sa coopération avec la France. Le message était clair, on ne veut plus de la France et ses militaires et on veut reprendre le contrôle de notre pays. Et ce message a été porté par la moitié de la population du Niger. Je dis bien la moitié de la population du Niger qui était dans les rues, clamant le retrait des troupes françaises. Attention, ce message n'était pas seulement adressé à la France, mais aussi à la CEDEAO qui avait menacé recourir à une intervention militaire pour restaurer, je cite, l'ordre constitutionnel. En d'autres termes, que Mohamed Bazoum reprenne le pouvoir. Il est de notre devoir d'épuiser toutes les voies d'engagement pour assurer un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle au Niger. D'ailleurs, le général Abdourahmane Tiani, l'architecte de ce coup d'État, avait immédiatement révoqué environ 5 accords militaires avec la France. C'était pour montrer une opposition ferme à leurs anciens colonisateurs et rompre les liens avec eux. En fait, le peuple du Niger avait le sentiment que pendant des années, la France était un ravisseur des ressources naturelles du continent, que la France avait toujours son mot à dire sur tout ce qui concerne le Niger pour exploiter au mieux leurs ressources. Et en termes de chiffres, le Niger représente environ 10% de l'approvisionnement en uranium de la France pour ses centrales nucléaires. Et le peuple du Niger avait aussi le sentiment que les accords commerciaux étaient injustes et que le plus souvent la France prend plus qu'elle ne donne. Et enfin, pour le peuple du Niger, la soi-disant capacité militaire contre le terrorisme n'est pas non plus très utile car inefficace. Et ce qu'on peut souligner, c'est qu'il semble que ce ne soit pas seulement le Niger qui voit la France de cet angle négatif. Quasiment dans toute l'Afrique, ce sentiment est partagé. Par exemple, le colonel Abdoulaye Meiga, qui a été nommé Premier ministre par la junte malienne en septembre 2022, a violemment critiqué la France en affirmant qu'elle avait une politique néocolonialiste, condescendante, paternaliste et vengeresse. Il avait également déclaré que la France avait renié les valeurs morales universelles. La France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Un autre pays voyant la France sous cet angle est le Burkina Faso. L'actuel chef d'État Ibrahim Traoré et ses hommes avaient donné à la France un mois pour retirer ses forces lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont réalisé qu'ils étaient mieux sans l'intervention et le siphonnage français. Mais étant donné que les pays ont toujours besoin de partenaires externes, alors quels choix s'offrent aux anciennes colonies? Et ces choix sont-ils réellement mieux que la France? Grâce aux dernières parties, vous avez compris que les anciennes colonies, à l'image du Mali, du Burkina et le Niger, veulent s'ouvrir à de nouvelles relations internationales plus justes. Des relations favorisant leur développement économique et leur émancipation politique. Et actuellement, deux grandes puissances, et pas n'importe lesquelles, sont ouvertes et prêtes à accentuer ces types de relations avec les pays africains. La première de ces grandes puissances, c'est la Russie, le méchant de l'Europe. Donc, étant donné les hostilités actuelles qui ont lieu en Ukraine, il semble que la France et la Russie mènent une autre guerre d'influence, cette fois-ci loin de l'Europe, mais en Afrique. Et contrairement à la guerre de l'Ukraine, la Russie est en train de gagner celle-ci dans de nombreux pays africains, comme le Ghana, la Guinée, le Burkina, le Mali et bien sûr le Niger. En fait, tous ces pays voient la Russie comme une sorte de sauveur, parce qu'à l'époque, l'Union soviétique était vue comme une puissante force anticolonialiste qui cherchait à libérer les pays africains de l'oppression européenne, américaine et capitaliste. L'Union soviétique apportait aussi une assistance économique et militaire au gouvernement et aux milices de tendance socialiste qui combattaient l'influence européenne. Donc depuis cette époque, la Russie a maintenu une présence, disons, diplomatique pendant des décennies dans la plupart des pays africains. C'est donc pourquoi les pays qui veulent sortir de l'influence française se tournent naturellement vers la Russie. En famille, en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique
Mais vous vous doutez bien, les intérêts de la Russie et les pays africains au temps de la décolonisation ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Donc du côté de la Russie, en plus de la volonté de propager le sentiment anti-français, elle voit aussi l'Afrique comme un lieu d'écoulement de ses stocks d'armes. En termes de chiffres, depuis 2018, 48% des armes importées en Afrique proviennent de la Russie. D'ailleurs, la Russie a par la même occasion dépassé la Chine en devenant le premier fournisseur d'armes de l'Afrique subsaharienne entre 2018 et 2022. Et à côté de ça, le groupe mercenaire Wagner, qui va changer de nom après la mort de Prigojine, offre ses services en Afrique pour assurer les intérêts de sécurité des pays africains, comme la République centrafricaine ou le Soudan. Et ces services de Wagner sont récompensés par la possession d'une partie des ressources protégées comme l'or. En plus de l'aspect militaire, une autre raison pour laquelle la Russie gagne du terrain aux dépens des autres nations comme la France est que la Russie résout un problème profond rencontré par quasiment toutes les nations africaines. Et ce problème, c'est la nourriture. En fait, les anciennes colonies n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, en ce sens, la Russie occupe une place particulière que ni la France ni aucune autre nation occidentale occupe. En fait, en termes de chiffres, la Russie est le 3e plus grand producteur et le plus grand exportateur de blé dans le monde. C'est le 2e plus grand producteur de graines de tournesol, le 3e plus grand producteur de pommes de terre et de lait. C'est aussi le 6e plus grand producteur d'œufs et de poulets dans le monde. En plus de l'aspect alimentaire, le dernier point qui fait que la Russie est en train de gagner du terrain dans les anciennes colonies françaises, ce sont les campagnes de fake news anti-français sur les réseaux sociaux. Toutes ces raisons font que les populations africaines n'hésitent pas à brandir fièrement le drapeau de la Russie à la moindre manifestation. Mais cette détérioration du France-Afrique profite aussi à une autre grande puissance internationale, et cette puissance, c'est la Chine. En fait, ces 20 dernières années, la Chine est devenue l'un des principaux investisseurs en Afrique. Ces investissements couvrent un large éventail de secteurs, y compris les infrastructures, les ressources naturelles, les télécommunications, l'énergie et bien d'autres. La Chine va établir un parc industriel à Niamey qui couvre plusieurs domaines tels que l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière, l'industrie des mines, aussi immobilier, etc. Comme tout le monde le sait, la Chine fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. La Chine a donc établi des partenariats économiques solides avec de nombreux pays africains. Par exemple, le total des investissements directs étrangers de la Chine au Niger s'élevait à 2,68 milliards de dollars à la fin de l'année 2020. Et un investissement direct étranger est un investissement qu'un pays effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans un autre pays et d'exercer une influence significative sur sa gestion dans le cadre d'une relation à long terme. En revenant au cas du Niger, les investissements directs étrangers chinois sont destinés à l'exploitation du pétrole et de l'uranium du Niger. D'ailleurs, la Chine n'a pas du tout condamné le coup d'État au Niger pour pouvoir continuer à consolider ses relations avec le gouvernement futur et bénéficier davantage de contrats avantageux. Le ministre chinois des Affaires étrangères avait juste déclaré ceci. Nous pensons que le Niger et les pays de la région ont la sagesse et la capacité de trouver une solution politique à la situation actuelle. Revenons maintenant aux investissements chinois en Afrique de manière générale. Regardez ce graphique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. On peut voir que les investissements directs étrangers chinois en Afrique, représentés ici en bleu, ont significativement augmenté. Ils sont même supérieurs à ceux de tous les pays de la zone euro réunis hors Croatie et représentaient environ 23% des entrées annuelles d'investissements directs étrangers des pays de l'Afrique subsaharienne en 2021. En fait, le rapprochement de la Chine de l'Afrique est beaucoup plus parlant sur cette carte. En 2000, la Chine n'était la première source d'importation que de quelques pays africains, le Soudan, la Gambie, le Bénin et le Djibouti. À cette époque, la France occupait une position de partenaire privilégié sur le continent. Mais aujourd'hui, la Chine s'est imposée comme le premier fournisseur de marchandises pour plus de 30 pays africains. Donc la Chine, comme la Russie, sont en train de devenir de véritables poids lourds. Et la haine des peuples africains envers la France ne peut que profiter à la Chine et à la Russie. Mais la France a conscience de ça et Emmanuel Macron fait tout pour redorer le blason de la France. Par exemple, la France a augmenté l'aide financière accordée aux pays de l'Afrique subsaharienne. Elle a aussi commencé de façon symbolique à restituer les objets culturels volés pendant les guerres coloniales. Ensuite, Emmanuel Macron, lui, va au-delà des liens internes habituels du gouvernement pour impliquer les jeunes générations africaines dans l'évolution des rapports de la France-Afrique. Et cette même volonté de redorer le blason de la France a conduit Macron au Rwanda pour reconnaître publiquement les échecs français lors du génocide de 1994. Entre parenthèses, j'ai fait une super vidéo sur le Rwanda. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que je dis ça, mais une super vidéo sur le Rwanda qui explique comment le Rwanda est passé de pays irréparable à pays qui connaît l'une des croissances les plus folles de toute l'histoire du continent africain. Revenons à la France. Donc malgré les efforts de Macron, le sentiment anti-français ne disparaît pas en Afrique. Pire, la France est toujours indésirable, détestée, méprisée, et les pays africains ont désormais un intérêt encore plus grandissant pour les nations comme la Russie et la Chine. Il est donc fort probable que ce qui s'est passé au Mali, en Burkina et au Niger contamine d'autres nations.
Par exemple, on a la montée du patriote Ousmane Sonko du côté du Sénégal. Les Camerounais pourront en avoir marre de Paul Biya s'il essaye de se représenter encore une fois aux prochaines élections. Et pareil du côté du Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Mais bon, dans tous les cas, les Africains ne doivent pas voir ni la Chine ni la Russie comme des sauveurs de l'Afrique. Parce que de la même manière que les Africains ont besoin d'eux, c'est de cette même manière qu'ils ont besoin de l'Afrique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écris en commentaire tes remarques ou les sujets dont je pourrais parler aux prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, viens me suivre sur Instagram et pose-moi toutes tes questions. Je te répondrai. Allez, peace. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles.